Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous, ce nouveau webinaire en direct et enregistré, organisé par ESCP Alumni Santé, Bisense et managersanté.com dans le cadre des nouveaux événements IBM Health Event. Je suis ravie de vous accueillir ce soir en présence de Jean-Luc Stanislas. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir ma chère Nada, bonsoir à tous les participants, bonsoir chers intervenants, bonsoir également nos partenaires et nous sommes naturellement ravis et très enthousiastes de partager donc ce nouveau webinaire sur une thématique très originale et d'actualité qui nous permettra, en tout cas nous le souhaitons tous, de nous enrichir mutuellement à partir évidemment de cette nouvelle de cette nouvelle proposition. Voilà, autour des innovations, notamment dans le champ de la neurorééducation. Voilà, je te redonne la main, Nada, pour les présentations. Merci beaucoup pour la transition. Effectivement, ce soir, nous allons parler innovation et plus particulièrement des innovations en e-santé au service de la neurorééducation. Et nous avons la joie d'accueillir 4 invités, le docteur Pierre Simon, qui est ancien président et fondateur de la Société française de télémédecine. Bonsoir, docteur, et merci de votre présence ce soir. Bonsoir Nada, bonsoir Jean-Luc. Nous accueillons également Dr Inès Cucula de Seller, qui est neuropsychologue à la clinique Lamitry, qui est connectée depuis Lille. Bonsoir Inès et merci de votre présence. Bonsoir Nada, bonsoir à tous. Ensuite, Dr Juliette Hazard, qui est médecin addictologue et nutritionniste spécialiste en santé publique. Bonsoir Juliette et merci de vous être connectée avec nous ce soir. Bonsoir. Et enfin, nous avons la joie d'accueillir Madame Naïma Raïs, qui est chargée de développement France et francophonie pour Pronop, et on en saura plus un peu plus tard. Bonsoir Naïma et merci de votre présence. Bonsoir Nada, bonsoir à tous et à toutes. Alors, la première question et peut-être une introduction va s'adresser vers Dr Pierre Simon. Alors, votre dernier article qu'on a lu avec grande attention a rappelé l'actualité, a rappelé aussi l'importance de la e-santé dans la rééducation, dans le traitement et dans l'accompagnement de plusieurs pathologies. Quelle est votre vision, peut-être pour démarrer? Oui, alors écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vous fais partager ma passion pour les solutions numériques à visée thérapeutique. J'ai déjà plusieurs fois présenté des solutions identiques en diabétologie, en cancérologie, et là j'ai été tout à fait attiré par la solution de Neuronop qui a la prétention, la volonté, disons, d'avoir un impact significatif, thérapeutique sur certaines pathologies neurodégénératives. Donc voilà, c'est ce sujet-là qui m'a intéressé et que je vais vous présenter ce soir. Voilà, donc cette communication s'intitule Rééducation et stimulation cognitive. Alors je n'ai pas la compétence des intervenants suivants et donc je dirais que en première présentation, je m'interroge sur la sémantique qui existe dans la littérature internationale. On retrouve des termes comme stimulation cognitive. Et là, j'ai repris le terme de Jocelyne de Rotrou, qui a publié beaucoup de livres sur ces questions, qui est neuropsychologue à l'hôpital Broca, et c'est un lieu que je connais bien, puisque j'ai travaillé avec le professeur Forette, qui était responsable du département de gériatrie à
à l'hôpital Broca. Donc, elle précise que la stimulation cognitive est un ensemble de stratégies cognitives avec des applications pratiques qui sollicitent deux types de facteurs, des facteurs cognitifs et des facteurs psychologiques et sociaux. Et il y a un autre terme qui, je crois, qui va être utilisé par Inès et par Juliette, qui est la remédiation cognitive à visée thérapeutique, qui est un traitement rééducatif, pratiqué sous forme d'exercices ludiques pour améliorer le fonctionnement attentionnel, mnésique, langagier, exécutif, visuospatial, métacognitif ou social. Et c'est un terme qu'a utilisé par Pierre Laporte, qui est un neuropsychologue d'un centre hospitalier du centre de la France, d'ailleurs, en 2006, et qui s'est surtout occupé des applications dans le milieu de pédiatrie. Et puis, il y a le terme entraînement cognitif informatisé que l'on retrouve aujourd'hui dans la littérature anglo-saxonne, qui vise à améliorer le fonctionnement cognitif et qui est appliqué dans un large éventail de populations dans le but d'améliorer à la fois la cognition et le fonctionnement communautaire. Et c'est le docteur Harvey, Philippe Harvey de 2018, qui est un neuropsychologue également, qui l'a défini de cette façon. Alors, Neuronop est une plateforme web. Je vais très vite passer sur cette présentation, dans la mesure où Naïma pourra en parler certainement mieux que moi. Et j'ai retenu dans la présentation de Neuronop que c'est une plateforme web qui permet donc des exercices pour la rééducation et la stimulation cognitive dans nombreuses indications, lésions cérébrales, maladies neurodégénératives, troubles neurologiques du développement, des maladies mentales, en particulier la schizophrénie, il y a eu beaucoup d'études réalisées, des déficiences intellectuelles, et puis également ce qu'on appelle le vieillissement normal du cerveau, et avec l'apparition possible d'un déclin cognitif. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est, comme je l'ai dit en introduction, ce sont les thérapeutiques numériques qui, dans le droit français, sont des dispositifs médicaux pour la prise en charge de patients à des fins de prévention, de traitement personnalisé ou non, ou de suivi, participant activement à un mécanisme d'action et s'appuyant sur des preuves cliniques. Et je pense que tout le sujet des solutions numériques à visée thérapeutique pose la question des preuves cliniques. Et donc, c'est ce que j'ai recherché dans le cadre de Neuronop, et grâce à ce qui m'a été fourni et que j'ai retrouvé dans la littérature, dans les bases de données de la littérature internationale, j'ai retenu 3 études cliniques qui m'ont particulièrement intéressé. Alors, la première est une étude publiée en 2018 chez des personnes âgées de 60 à 80 ans ayant un niveau de Minimal Mental State Examination compris entre 18 et 23, ce qui correspond à une démence légère. Donc, ils ont bénéficié d'un entraînement cognitif avec Neuronop, 2 groupes d'âge. Les performances neuropsychologiques qui ont été évaluées avec ces tests ont touché 5 domaines: le visuospatial, le langage parlé, la mémoire, le processus intellectuel et l'attention. Et donc, la conclusion des auteurs, c'était que les personnes atteintes de démence légère peuvent retarder le déclin cognitif grâce à un programme d'entraînement cognitif approprié. Ensuite, la deuxième étude, c'est une étude assez intéressante car elle a été conduite chez les patients atteints de sclérose en plaques. Alors, c'est une étude probablement préliminaire parce que le nombre de patients est limité à 12 et c'était des patients qui avaient une sclérose en plaques stable avec des troubles cognitifs légers à modérés. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, outre la méthodologie, donc des patients ont été évalués 3 fois, et une randomisation avec un petit nombre de patients, mais disons,
Ils ont été randomisés à 2 reprises. Ils ont reçu 24 séances de traitement cognitif assisté par ordinateur. Et ce qui est intéressant sont les résultats préliminaires. Ils montrent des améliorations significatives de la mémoire verbale, de la mémoire visuelle retardée, de la mémoire de travail et de la fluidité sémantique. Et alors, une des particularités de l'étude, qui j'espère va être poursuivie, c'est qu'elle a été associée à une analyse IRM, structurale et fonctionnelle. Et en termes structurels, elle a montré une augmentation de 0,7% du volume global de matière grise chez la plupart des patients après cette stimulation cognitive. La troisième étude, c'est l'étude de Finger, qui est une étude finlandaise, alors qui est tout à fait intéressante parce qu'elle était contrôlée et randomisée. Elle portait sur plus de 1200 participants et il s'agissait de personnes âgées de plus de 65 ans. Et donc, c'était donc une population vieillissante. Et on a surtout cherché dans cette étude à voir si des facteurs autres environnementaux, que ce soit des facteurs sociodémographiques, que ce soit des facteurs économiques, les revenus, que ce soit des facteurs médicaux cardiovasculaires, de morbidité, si ces facteurs pouvaient intervenir, disons, dans la réponse à l'intervention par stimulation cognitive. Et donc, la conclusion de cette étude, c'est que, en fait, aucun des facteurs associés, disons, au vieillissement cérébral n'intervenait dans la réussite, disons, de la stimulation cognitive. Donc, il s'agissait bien d'une action qui était purement liée à la méthode d'intervention pour améliorer les performances cognitives. Alors, j'arrive à ma conclusion. Ma conclusion est très simple, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, Neuronop, disons, dispose de 3 études, dont la dernière, l'étude finlandaise, qui me paraît tout à fait très, très claire et avec un niveau de preuve assez intéressant compte tenu du nombre de patients engagés et qui démontre que véritablement la stratégie thérapeutique, disons, de remédiation cognitive ou de stimulation cognitive, disons, peut avoir un effet favorable chez des personnes qui, par le vieillissement, auront un déclin cognitif progressif. Et la deuxième conclusion, c'est que d'autres études sont en cours, je crois que peut-être Naïma pourra en parler, et que si véritablement ces études confirment que la stratégie portée par le programme Neuronop a une action véritablement thérapeutique ou préventive, eh bien, on pourra considérer que nous sommes dans le champ des solutions numériques à visée thérapeutique, dans ce qu'on appelle en anglais les digital therapeutics. Et donc, je disais que c'était important pour l'introduction en France, puisque Neuronop est introduit en France depuis 2021, et que si ces points se confirment, Neuronop pourrait tout à fait prétendre à figurer dans le catalogue de Mon Espace Santé, puisque nous recherchons dans ce catalogue justement des applications particulièrement performantes pour les patients. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, docteur Pierre Simon. C'est l'esprit scientifique que nous apprécions tous et toutes les personnes qui écoutent ce soir, parmi les nombreux participants qui se sont inscrits, eh bien, voilà, sont tout à fait bien informés maintenant sur le cadrage, je dirais, scientifique déjà de cette démarche et qui permet maintenant, évidemment, sans plus tarder, pour que on puisse vraiment très concrètement et de façon tout à fait pragmatique, avec la présentation que Naïma va pouvoir voilà nous proposer avec le pari que la présentation orale aura l'efficacité, je dirais, aussi visuelle que si vous aviez un support. Donc voilà, on vous écoute sans plus tarder sur cette présentation de cette solution particulièrement innovante. C'est à vous, cher Naïma.
Merci bien, Jean-Luc. Alors, NeuroNup, c'est une plateforme qui a été créée, en effet, il y a une dizaine d'années par un neuropsychologue espagnol qui est parti du constat qu'il avait réellement besoin de tenir du matériel compétent, du matériel nécessaire pour pouvoir réaliser une intervention, une remédiation ou une stimulation auprès de ses patients, et qu'il ne trouvait pas ce matériel ou qu'il devait le créer par lui-même. Donc, il s'est regroupé avec un ensemble de professionnels tels que des neuropsychologues, des ergothérapeutes et des orthophonistes pour créer cette plateforme qui aujourd'hui est présente dans 29 pays et qui est utilisée par plus de 3500 centres et professionnels partout dans le monde. Donc, c'est vrai que le succès de NeuroNup, simplement, il est dû à un partage continu entre ceux qui utilisent la plateforme, donc les professionnels de la santé, les développeurs au niveau de NeuroNup et puis les patients également, puisqu'on travaille énormément avec le retour de chacun pour justement améliorer à chaque fois les exigences des professionnels. Et donc, depuis 10 ans, nous évoluons et nous proposons de nouveaux services très régulièrement. Alors, le professionnel, concrètement, en ayant NeuroNup, il va pouvoir accéder tout simplement à un catalogue. Aujourd'hui, nous disposons de milliers d'activités qui vont être personnalisables, qui vont être adaptables en fonction de chacun des patients. Et le professionnel va pouvoir puiser dans toute cette ressource, dans tout ce catalogue, des activités qui vont être catégorisées par fonction cognitive, ce qui est important puisque ça lui facilite la recherche. Donc, s'il souhaite travailler l'attention, la mémoire ou même encore l'orientation, il peut le faire directement en un clic en allant chercher ses activités. L'idée, c'est de lui faire gagner du temps et de préparer en amont ses interventions pour être plus disponible pour son patient. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer des activités, des sessions d'activités et de pouvoir travailler soit à domicile ou soit à domicile, soit en consultation ou soit à distance avec la téléréhabilitation. Ce qui permet soit une complémentarité au niveau de l'intervention du professionnel et ainsi on voit les effets assez stimulants pour le patient d'avoir des activités quotidiennes à faire. Donc voilà un petit peu l'idée de la plateforme, ce qu'elle apporte. On a un suivi des résultats puisque c'est très important pour le professionnel de pouvoir justement adapter son intervention en fonction de l'évolution du patient. Et dans très peu de temps, on en parlera peut-être plus en avant, il y a d'autres améliorations qui vont intervenir. Alors, pour rebondir sur ce que disait Dr Pierre Simon, concernant l'étude sur la sclérose en plaques, donc je peux vous confirmer qu'elle va elle va continuer. Elle a été arrêtée malheureusement à cause de la pandémie, mais elle va reprendre. On nous a dit que ça devrait arriver certainement courant le deuxième semestre 2022. Donc, je vous apporte cette réponse. NeuroNup est une plateforme professionnelle de remédiation cognitive qui dispose de milliers d'activités et d'exercices personnalisables. Elle dispose d'exercices pour adultes et enfants en version numérique ou imprimable, classés en plus de 40 processus cognitifs. Vous travaillerez avec des personnes souffrant de lésions cérébrales, de maladies neurodégénératives, de troubles neurodéveloppementaux, de déficiences intellectuelles, de maladies mentales et de vieillissement normal. NeuroNup vous permet de suivre l'évolution de vos patients, de gagner du temps en planifiant vos sessions, de travailler depuis n'importe quel dispositif, trouver les activités que vous souhaitez en les filtrant par fonction cognitive, personnaliser les activités, adapter les caractéristiques de l'activité aux capacités et aux besoins de vos patients, personnaliser les aspects généraux et les paramètres, créer des sessions et des programmes, ajouter les activités de votre choix à votre session et paramétrez-la comme vous le souhaitez, attribuez vos sessions à vos patients et organisez-les dans le temps. Gérez vos patients. Vous pouvez créer autant de profils de patients que vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite ajouter toutes ces informations dans son profil. Utilisez NeuroNup2Go, notre option de téléréhabilitation.
Vous voulez en savoir plus? Rejoignez les professionnels qui travaillent déjà avec NeuroNup. Rendez-vous sur www.neuronup.fr et demandez votre période d'essai gratuite. Merci. Oui. Désolé, ma chère Nada, mais c'est vrai que l'intervention d'Naïma est passionnante dans la continuité de l'intervention de Dr Pierre Simon. Bon, l'idée, encore une fois, hein, c'est effectivement de rendre, je dirais, le plus pragmatique possible. En tout cas, c'est cette approche qui correspond, et vous l'avez beaucoup insisté, Naïma, quand même, sur une demande forte dans un contexte de crise sanitaire et qui nécessitait assez rapidement quand même de déployer, je dirais, des réponses adaptées, évidemment, aux différentes pathologies que vous avez parfaitement évoquées. Et pour lesquels vous allez reprendre la parole tout à l'heure pour donner évidemment les perspectives et justement les différents domaines dans lesquels évidemment la demande est croissante. Je te redonne la main peut-être, Nada, parce que je pense que tu souhaites voilà, faire le lien. Hein, voilà, donc désolé ma chère Nada. Oui, cher Jean-Luc, je souhaite effectivement remercier Naïma pour cette présentation qui nous a fait imaginer la solution NeuroNup et la plateforme NeuroNup. Donc, nous allons évidemment vous mettre les supports visuels et la vidéo qui était prévue donc, lors du montage. Et vous pourrez voir ce que ça donne dans la réalité. Et cette réalité a été testée par Dr Inès Cucula, qui va d'ailleurs prendre la parole et nous expliquer. Donc, quel est peut-être dans un premier temps votre retour terrain, le besoin qui vous a poussé à utiliser cette plateforme et qu'est-ce que ça a donné? Alors, donc effectivement, depuis maintenant 9 mois, j'ai eu l'opportunité d'essayer NeuroNup et d'intégrer du coup NeuroNup dans ma pratique. Donc, juste un petit peu de théorie d'abord. Je vais juste rappeler rapidement la différence que je fais dans la pratique clinique entre la stimulation cognitive et la remédiation cognitive. Donc, effectivement, dans les prises en soins cognitives, il est important de différencier ces deux termes, puisque finalement, l'objectif derrière et donc la prise en soins qui en découle va être différente. Dans le cas de la stimulation cognitive, on est plutôt auprès de la population gériatrique, comme le disait Dr Pierre Simon, et on va être plutôt à viser de stimulation pour ralentir le déclin cognitif dû à ce vieillissement cérébral pathologique. On va venir renforcer les habilités restantes des patients afin d'optimiser le fonctionnement cognitif en exploitant les capacités préservées. Par contre, quand on est plutôt dans une prise en soin à visée de rééducation, de réhabilitation neurologique, là, on peut plutôt employer le terme de remédiation cognitive. Donc, c'est plutôt une prise en soin qui va être proposée dans le cadre de pathologies neurologiques, neurotoxiques, psychiatriques ou également de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants ou chez les adolescents. La remédiation cognitive permet finalement, comme le disait aussi le docteur Pierre Simon, le traitement des déficits cognitifs dans le but d'améliorer les fonctions déficitaires et de permettre de développer des stratégies cognitives destinées à pallier du coup les déficits cognitifs. La remédiation cognitive, en fait, c'est vraiment une approche thérapeutique qui vient favoriser le rétablissement du patient qui souffre de troubles cognitifs en s'appuyant sur ses ressources, sur ses capacités restantes pour restaurer, pour pallier, pour compenser, pour renforcer les fonctions cognitives qui sont défaillantes. Et du coup, de diminuer l'impact des déficits. Effectivement, l'objectif principal de la remédiation cognitive n'est pas le déficit cognitif à proprement parler, mais le handicap cognitif, les répercussions que le patient aura dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire l'impact fonctionnel du trouble cognitif qui a été repéré. Du coup, rapidement, il y a plusieurs pistes de rééducation en remédiation cognitive. Il y a le rétablissement de la fonction cognitive défaillante, donc de retrouver le fonctionnement antérieur. Il y a la réorganisation d'une fonction, donc c'est-à-dire d'utiliser les processus qui sont préservés pour aider le processus déficitaire et par exemple permettre à la mémoire de rester efficiente, mais en utilisant la modalité visuelle si c'est la modalité verbale qui est altérée.
Et on peut également aménager l'environnement du patient par le biais d'aides externes. La remédiation cognitive repose également sur plusieurs techniques. Une pratique intensive, on vient répéter la pratique d'un type d'exercice avec une difficulté croissante au fil des séances. On vient favoriser la remédiation cognitive au travers d'un apprentissage sans erreur. On va guider la réponse du patient pour éviter qu'il apprenne ses erreurs. On va guider le patient à acquérir une stratégie, on va le guider dans le raisonnement qu'il peut avoir pour fournir les réponses adéquates. Et finalement, la remédiation cognitive a plusieurs objectifs. Elle a l'objectif principal qui va être d'améliorer la fonction cognitive qui est défaillante, de réduire le handicap cognitif qui en résulte. Il y a un objectif secondaire qui va être d'adaptation sociale, de permettre aux patients de retrouver une réinsertion socio-professionnelle, et également un objectif psychosocial, que le patient retrouve confiance en lui et en ses compétences, en ses capacités. Et donc, la remédiation cognitive repose sur plusieurs outils. Repose sur les outils traditionnels de papier-crayon. Donc, il y a des manuels qui ont été, des programmes qui ont été validés, donc notamment la CRT, la Cognitive Remediation Therapy, donc qui est le manuel de remédiation cognitive, le programme de remédiation cognitive papier-crayon qui est le plus connu. Il y a aussi divers manuels qui proposent des exercices selon les fonctions cognitives que souhaite travailler le thérapeute. On a également l'outil ludothérapeutique, donc le jeu de société finalement, qui va permettre de venir travailler une stratégie, un raisonnement, une méthode de traitement de l'information, etc. Et on a du coup notre outil numérique qui a permis du coup de venir numériser les exercices papier-crayon. Et du coup, on parle de remédiation cognitive assistée par ordinateur. Donc la RCAO. Je voulais juste du coup sur cette remédiation cognitive assistée par ordinateur apporter une petite précision dans le sens qu'il est important de la différencier des programmes d'entraînement cérébral qui sont proposés à la population générale, au grand public, à visée ludique et non à visée médicale, à visée thérapeutique. Vous avez probablement tous déjà entendu parler de ces applications, de ces jeux vidéo un petit peu quel âge a votre cerveau. Et donc, c'est vraiment à visée ludique, à visée de stimulation et non pas à visée thérapeutique, comme le propose du coup NeuroNup. NeuroNup, c'est vraiment une plateforme de réhabilitation ou de stimulation cognitive selon l'objectif qu'on met derrière la séance, la session qu'on propose aux patients, mais c'est un support thérapeutique. C'est vraiment de la remédiation cognitive assistée par l'ordinateur puisque le thérapeute est présent. Et c'est la présence du thérapeute qui va rendre la séance thérapeutique, puisqu'on va apprendre avec le patient à développer de nouvelles stratégies de traitement de l'information. Comme le disait Naïma, il y a des sessions à domicile qui sont proposées, qui sont envisageables, mais finalement, ça reste thérapeutique tout de même, même si le patient est seul face à son exercice, car ça va permettre la généralisation de la stratégie qui est vue en séance. Et en plus, à la séance prochaine, on peut revoir aussi ce qui a été fait avec le patient. Donc, les sessions à domicile restent thérapeutiques. Des études ont montré de nombreux avantages thérapeutiques de la RCAO et donc notamment le fait qu'elle permet une personnalisation des exercices, des modules à travailler de manière plus facile. Elle permet au thérapeute d'ajuster la difficulté selon la progression du patient et du coup de faciliter cet apprentissage progressif. Elle apporte également une meilleure précision et un gain de temps dans l'analyse des résultats, dans l'analyse du temps de réponse, des erreurs, etc. On peut vraiment recueillir toutes ces données. Ça apporte également un feedback rapide, un retour rapide aux patients de ces performances finalement. Et l'outil numérique, ça offre vraiment une stimulation multisensorielle qui vient favoriser du coup la plasticité cérébrale. Et la remédiation cognitive repose sur ce principe de plasticité cérébrale. Donc, c'est vraiment un outil qui se veut interactif, qui se veut attrayant et qui permet une meilleure adhésion, une meilleure implication du patient dans son suivi.
Donc maintenant, plus sur le côté pratico-pratique, comme je vous disais, depuis maintenant 9 mois, j'utilise NeuroNup dans ma pratique. Donc, assez rapidement, je travaille auprès d'une population gériatrique, auprès d'une population avec des troubles cognitifs liés à l'usage d'alcool et de manière ponctuelle dans le cadre de prise en soins post-AVC. À l'heure actuelle, depuis ces 9 mois d'utilisation de NeuroNup, j'utilise essentiellement la plateforme auprès de la population du service d'addictologie. Il m'est difficile à l'heure actuelle de la proposer à la population gériatrique qui, voilà, en tout cas la population que j'ai moi dans mon service de gériatrie, l'ordinateur, c'est pas trop leur truc. On a du mal à leur proposer cet outil-là. Et je projette d'utiliser NeuroNup dans le cadre d'ateliers collectifs de remédiation cognitive avec du coup une projection sur un écran pour vraiment travailler les stratégies en groupe. Mes observations, mes constats finalement suite à l'utilisation de NeuroNup, c'est vraiment, comme le disait Naïma, et je le confirme, c'est vraiment un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps en préparation de séance parce que je pense que tout thérapeute qui écoute le webinaire a déjà passé du temps à trouver des exercices, à créer même des outils, des exercices. Et puis, une fois la séance finie, il faut en trouver un autre pour la fois suivante de difficultés variables. Et donc, voilà, c'est vraiment un gain de temps, cet outil qu'est NeuroNup. Et du coup, qui dit gain de temps, dit que ça m'a permis d'augmenter mes créneaux pour proposer plus de séances de remédiation cognitive. Donc ça, c'est vraiment un grand point positif. Ce qui est également positif, c'est la richesse des contenus qui permettent de maintenir l'intérêt du patient dans son suivi. Il n'y a pas de lassitude finalement qui s'installe vu la richesse de tout ce qui est proposé, vu tout le catalogue d'activités qui sont proposées. Finalement, on peut voir une stratégie avec une activité et puis utiliser une autre activité qui fait appel au même processus cognitif pour voir justement cette généralisation de la stratégie au travers d'un autre support. Une richesse aussi pour moi de NeuroNup, c'est que NeuroNup, contrairement à d'autres programmes de remédiation cognitive assistés par l'ordinateur, c'est qu'au sein de la même plateforme, on a des activités de cognition froide, donc mémoire, attention, fonction exécutive, mais également de cognition sociale, donc la reconnaissance des émotions, des expressions faciales. Et ces deux cognitions, je dois les travailler auprès de la population qui a des troubles cognitifs liés à l'alcool. Donc, c'est vrai que c'est vraiment super pour moi que j'ai l'ensemble de ces activités au sein de la même plateforme. Effectivement, les patients adhèrent beaucoup plus à leur suivi, ils sont plus impliqués, ils sont plus motivés dans leur suivi et même au sein de la même séance. Vous pourrez voir du coup sur le petit topo qui vous sera envoyé, j'ai mis quelques petits témoignages de patients de retours qu'ils m'ont fait suite à leur première séance avec NeuroNup. En résumé, voilà, ils ont bien constaté que ça les faisait travailler, qu'ils arrivaient à vraiment se mettre dans la séance dès le début et que finalement, c'était agréable d'avoir ces images qui leur donnaient envie de travailler. Les limites, si là, à l'heure actuelle, j'ai quelques limites, quelques difficultés dans ma pratique, c'est que finalement, il m'est nécessaire, quand je démarre mon suivi avec du coup la remédiation cognitive assistée par l'ordinateur, avec NeuroNup, de prévoir 1 ou 2 séances où je vais proposer une activité de NeuroNup, mais pas à viser de travailler le processus cognitif en question, mais à viser de permettre aux patients de se familiariser avec l'utilisation de la souris, avec l'utilisation de l'ordinateur, pour pas qu'ensuite cela vienne interférer sur les performances des patients dans la suite du suivi. Donc, ça demande plus ou moins de temps selon les patients. Et une autre limite que je peux rencontrer, c'est la précarité de la patientèle que je prends en soins et qui, de coup, n'est pas forcément équipée au domicile. Donc, je n'arrive pas forcément à l'heure actuelle à mettre en place les sessions à domicile. Ou alors, les patients qui sont équipés, je fais face à une patientèle qui a des troubles d'initiation, de passer à l'action pour faire les choses. Et du coup, ils ne prennent pas forcément cette initiative de faire la séance à domicile. Il faut que je passe le petit coup de fil pour que ce soit fait à la prochaine séance. Donc, voilà un petit peu
mon retour suite à mon utilisation de NeuroNup depuis quelques mois. Mais dans tous les cas, que ce soit pour moi ou pour les patients, c'est sans aucun regret et on continue là-dedans. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'est passionnant, hein. Je pense qu'on pourrait vous entendre encore avec d'autres illustrations cliniques, hein, sur l'intérêt, évidemment, à la fois de cette solution dans ces différentes modes d'application. Et puis, surtout, là, vous avez beaucoup insisté et vous avez raison parce que beaucoup de professionnels de santé nous écoutent ce soir et ils sont intéressés également pour connaître un peu, je dirais, les modalités de facilitatrice, finalement, d'avoir accès aux différentes options, hein, proposées par cette solution et permettant de trouver des modalités quelque part d'investigation clinique dans l'accompagnement de la patientèle en fonction des pathologies, mais aussi, vous l'avez très très bien dit, en fonction de l'âge des personnes, de l'accès aussi à ces instruments qui sont des instruments dématérialisés. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant quand même de pouvoir trouver à chaque fois des modalités d'adaptation pour laquelle évidemment cette solution en évolution constante, hein, puisque Naïma va reprendre en fin de webinaire un petit peu sur les perspectives, mais on voit bien donc par votre retour d'expérience, chère Inès, que vous êtes déjà très, je dirais, très acculturé en tout cas de cet outil et vous en voyez vraiment les différentes applications. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention et je pense que la transition avec Juliette Hazard, justement, sera tout à fait intéressante, justement, pour connaître dans un autre environnement, en tous les cas d'investigation, eh bien, comment on pourrait trouver cette juste combinaison entre les problématiques, évidemment, dans le champ de la clinique et puis l'émergence, évidemment, de solutions innovantes qui seraient tout à fait profitables. Voilà, donc Juliette Hazard, je vous propose de présenter un petit peu votre réflexion et cette thématique en tous les cas. Voilà, allez-y, c'est à vous. Merci Jean-Luc. Alors en effet, la question qui se pose, c'est quel pourrait être l'intérêt de ces outils de neurorééducation comme NeuroNup dans le cadre des pathologies addictives. Et on sait que la prévalence des troubles cognitifs, elle est élevée dans les conduites addictives. Pour vous donner une idée, on estime que 50 à 70% des personnes qui sont hospitalisées pour des troubles liés à l'usage de la cocaïne ou du cannabis souffrent de troubles cognitifs. Donc, vous trouverez le détail un petit peu des fonctions cognitives sur mon support, hein. Donc là, c'est surtout, ça touche plutôt chez ces personnes la mémoire, les fonctions exécutives, l'attention. Et de même, 50 à 70% des personnes qui ont des consommations problématiques d'alcool souffrent de troubles cognitifs, avec des atteintes qui peuvent être très variées. Cela peut atteindre la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des événements de vie dans le contexte du quotidien. Cela peut aussi toucher l'attention, les fonctions exécutives, ce qui va amener les patients à avoir une altération de la capacité à la flexibilité mentale, mais aussi à l'inhibition. Alors, je m'explique, en fait, pour maintenir une réduction ou un arrêt de la consommation, par exemple d'alcool, il va falloir pouvoir inhiber des scripts surappris de consommation excessive d'alcool en réponse à des stimuli. Et donc, ces fonctions, elles sont altérées chez les personnes, donc c'est compliqué d'arrêter les consommations. Ils présentent aussi des difficultés de cognition sociale qui vont empêcher ces patients d'évaluer leurs difficultés et également de tenir compte du retour des proches et des soignants. On a également des difficultés de gestion émotionnelle qui vont être associées à ce qu'on appelle l'alexithymie, c'est-à-dire l'incapacité pour ces patients d'identifier leurs propres émotions, mais également les émotions d'autrui. À titre d'exemple, également, les personnes avec une consommation d'héroïne vont souvent souffrir de troubles de la mémoire. Malheureusement, l'ensemble de ces déficits neuropsychologiques sont encore largement sous-diagnostiqués. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que la majorité de ces troubles ne peuvent pas être dépistés par un simple interrogatoire. Cela nécessite une évaluation neurocognitive. Nous manquons souvent de ressources et de neuropsychologues au sein de nos structures. Et puis également parce que nos patients, ils peuvent souffrir d'anosognosie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience forcément de leurs troubles et donc ils ne consultent pas non plus forcément pour cette problématique. Finalement, pour mettre en place un changement de comportement efficace, quel que soit le comportement, il faut que nos fonctions cognitives elles soient efficientes. Et dans le cadre des troubles liés à l'usage d'alcool, il y a des troubles cognitifs qui entraînent un frein à ces processus motivationnels.
de l'extérieur, on peut penser que c'est des patients qui sont peu compliants aux soins, mais finalement, c'est des patients qui vont oublier leur rendez-vous, oublier les consignes médicales, avoir des difficultés à se remémorer leur histoire avec la substance, les conséquences de la consommation pour eux-mêmes ou pour autrui, également des difficultés à identifier le contexte émotionnel dans le cadre de cette consommation. Donc, on voit bien que l'ensemble de ces troubles cognitifs, ça constitue un frein à l'accès aux soins, au maintien de l'arrêt ou de la réduction de la consommation, et c'est donc une vulnérabilité accrue au risque de rechute pour ces patients. Alors, la remédiation cognitive en addictologie, elle paraît donc indiquée à différents stades finalement. On sait que la récupération spontanée complète à l'arrêt de la consommation d'alcool, elle est longue, il faut à peu près 1 an. Et cette récupération spontanée pourrait être favorisée par une remédiation cognitive associée à de la réhabilitation psychosociale. De même, les troubles cognitifs, parfois ils sont réversibles que partiellement. Il y a des séquelles qui persistent. Et encore, il semblerait même que ces troubles cognitifs puissent être présents avant le stade de l'addiction et pourraient favoriser le passage à l'addiction. Donc, on voit bien déjà l'intérêt de cette remédiation à tous ces stades. L'objectif de cette remédiation en addictologie, ça va être d'améliorer la qualité de vie du patient en optimisant ses fonctions exécutives, en améliorant l'efficacité des thérapies pharmacologiques, des psychothérapies, en favorisant l'implication dans les soins et aussi en diminuant le craving. Le craving, c'est le besoin irrépressible de consommer ou d'exécuter un comportement alors que la personne, elle ne le veut pas à ce moment-là. Et finalement, les troubles cognitifs, ils renforcent l'incapacité de contrôle de la consommation. Au fur et à mesure que se développent les troubles cognitifs, se développe la sévérité de l'addiction qui aggrave les troubles cognitifs. Donc, on voit bien qu'on a un système qui est auto-entretenu et la place de la remédiation, elle est tout à fait trouvée dans le cadre d'un accompagnement global et un accompagnement au long cours. Cette remédiation cognitive en addictologie, elle s'appuie sur 2 approches, restauratrice et réadaptative, qui a déjà été bien détaillée par les autres intervenants, par Inès et Pierre Simon, donc je ne vais pas y revenir. Ce que je souhaitais dire, c'est que en addictologie, on a déjà des résultats préliminaires qui montrent une certaine efficacité de la remédiation cognitive en présentiel, surtout dans les cas des troubles cognitifs liés à l'alcool, qui vont améliorer l'ensemble des fonctions cognitives. Vous aurez également le détail sur le support, mais également l'amélioration d'éléments non cognitifs, comme l'amélioration de l'estime de soi, la diminution du craving. Et donc finalement, l'amélioration de ces troubles cognitifs, c'est favoriser aussi l'adhésion aux soins des patients. Alors, je vais vous proposer quelques éléments de réflexion qui me semblent des leviers indispensables à une implantation durable de la télérééducation. Un premier élément de réflexion qui peut aussi concerner la remédiation en présentiel, c'est qu'il me semble indispensable de sensibiliser, de former l'ensemble des acteurs de la santé au repérage des troubles cognitifs liés aux conduites addictives. Sensibiliser et former pour favoriser un repérage précoce et, si besoin, orienter rapidement pour une évaluation neurocognitive. Sensibiliser et former aussi pour changer le regard porté sur ces patients. Non, ces patients ne manquent pas forcément de volonté, ne sont pas forcément dans le déni, mais ils ont des difficultés à changer de comportement parce qu'ils n'ont pas la réserve cognitive pour cela. Dans le cadre du développement d'une téléréhabilitation, je pense que cela nécessite une égalité des traitements, que tous les patients puissent y avoir accès, donc accès à la fois à la logistique, à l'outil, mais aussi puissent pouvoir se saisir et utiliser ces outils. Cela s'inscrit finalement dans la lutte contre l'e-exclusion. Il faut également, me semble-t-il, favoriser un environnement technique à distance et finalement réfléchir sur ces contraintes techniques, c'est le reflet d'une réflexion sur le maintien d'une bonne alliance thérapeutique dans le cadre de cette téléréhabilitation. Quand un professionnel intervient à distance et que le patient est à domicile, dans le cadre de cette remédiation, il me semble indispensable aussi que ce moment soit un espace de soins et un espace de parole, c'est-à-dire que le patient ne soit pas stimulé par son entourage. Il me semble également important de veiller à ce que ces sessions à distance, elles ne soient pas plus énergivores sur le plan cognitif que les sessions présentielles, d'autant plus que l'on accompagne des patients souffrant de déficit cognitif.
On a des études là, préliminaires avec des interventions non médicamenteuses qui sont menées à distance dans le milieu naturel du patient qui montrent, semble-t-il, un intérêt avec une amélioration de l'adhésion, de l'engagement, de l'observance du patient, une appropriation des outils, le sentiment aussi d'être acteur de son traitement. Et finalement, tout cela, ça semble favoriser l'efficacité de ces interventions tout en respectant le contexte écologique du patient. Et finalement, il semble qu'on améliore le fonctionnement au quotidien en reproduisant les situations écologiques. Et puis, eh bien, toute remédiation cognitive, ça nécessite vraiment une dimension motivationnelle importante. Donc, il faut, je pense, absolument que ça soit recréé dans un outil de neurorééducation avec une proposition d'exercice qui soit à la fois ludique, motivant, revalorisant, avec une interface graphique également interactive et donc adaptée. Les outils aussi proposés, me semble-t-il, doivent pouvoir cibler l'ensemble des fonctions cognitives avec donc une offre de soins diversifiée qui est adaptée aux besoins du patient. Et dans les méthodes digitales, il faut absolument recréer la possibilité de personnaliser l'offre de soins. Le thérapeute doit pouvoir toujours être en capacité de personnaliser l'intervention aux attentes, aux difficultés, aux besoins, à l'objectif également du patient. Et il me semble que le format informatisé de ces outils, ça peut être très intéressant pour finalement mieux cerner, mieux mettre en situation dynamique et interactive des processus cognitifs avec cette possibilité de séquentialisation qui permet finalement d'aboutir à des tâches cognitives de haut niveau. Du côté des professionnels, je dirais que l'outil se doit être pratique et que l'on puisse avoir un accès détaillé à la progression du patient dans le cadre du programme. La télérééducation, c'est aussi un aller vers. Ça peut être un aller vers des personnes qui sont dans l'incapacité physique ou encore dans l'incapacité psychique de se déplacer. Et dans ce sens-là, dans toute remédiation, ce que l'on cible, c'est d'améliorer l'autonomie du patient. Donc, il me semble que nos nouveaux programmes thérapeutiques, ils doivent aussi aller dans ce sens-là. Et enfin, je dirais que la télérééducation, elle me semble s'intégrer parfaitement dans le cadre d'une hybridation des pratiques. Il me semble intéressant quand c'est possible qu'un premier échange, une première évaluation ait lieu en face à face. On sait ô combien les premières minutes d'un échange en présentiel vont déterminer l'alliance thérapeutique. Le fait qu'un professionnel puisse intervenir à distance dans le cadre de télésoins me semble aussi très important pour pouvoir maintenir également la relation thérapeutique. Le feedback du professionnel est vraiment important. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est de maintenir une certaine distance à l'écran pour favoriser un minimum de communication également non verbale. Et finalement, la remédiation cognitive, qu'elle soit informatisée, qu'elle soit non informatisée, elle doit se construire toujours sur le maintien d'un lien entre l'autonomie de décision du patient et puis sa propre perception, sa propre appréciation de sa réussite, de son échec. Et je pense que c'est vraiment là que peut se jouer un véritable changement tout en s'appuyant sur un renforcement de l'estime de soi du patient. Merci beaucoup, ma chère Juliette. Je profite pendant que Nada n'a pas la possibilité de reprendre la parole. Je la reprends tout de suite. Ce qui est très intéressant, en tous les cas, dans votre présentation, chère Juliette, c'est que vous apportez donc toutes les recommandations, les points de vigilance permettant bien de pouvoir utiliser à bon escient et de façon médicale, naturellement, évidemment, ces différentes comment dirais exercice, mais en même temps en préservant le lien thérapeutique et surtout, vous avez beaucoup insisté, tenir compte de l'environnement écologique du patient, de la personne. Et toutes les recommandations que vous venez d'exposer, évidemment, elles aident, j'imagine, beaucoup à la fois, évidemment, les professionnels qui proposent des solutions, en tous les cas, pour permettre de répondre à ces besoins thérapeutiques. Et puis, de l'autre côté, elles permettent aussi, de donner quelque part, de circonscrire un peu les champs d'application pour ne pas tomber dans des usages inappropriés. Voilà. Donc j'entends dans vos préconisations une dimension éthique, clinique fondamentale
pour faire en sorte évidemment qu'on reste toujours sur le versant thérapeutique. Merci infiniment en tous les cas, chère Juliette, maintenant que Nada est revenue. Merci beaucoup pour cette approche complémentaire. Et avant de peut-être redonner la parole à Naïma aussi, puisque l'idée c'est de savoir évidemment quels sont les éléments sur lesquels on doit prendre en compte évidemment pour faire évoluer les choses. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le croisement entre l'approche scientifique bien exposée par Pierre Simon, les applications toutes pratiques quotidiennes bien exprimées par Inès, avec les limites qu'elle a très habilement, en tous les cas, proposées. Et puis Juliette, évidemment, le fait d'avoir donné des préconisations sur justement les champs d'investigation et avec quelques points éthiques, voilà, qui est très, très important. Donc voilà, en tout cas, merci infiniment pour ces 3 interventions excellentes. Voilà, donc Nada, je te redonne la main puisque tu es présent. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Justement, je t'ai laissé volontairement à l'intervention parce que je sais que c'est un sujet qui te passionne et les points évoqués par Dr Pierre Simon, par Inès et par Juliette nous ramènent aussi à cette réflexion d'amélioration continue, d'innovation et puis des perspectives que Naïma va certainement nous exposer puisque le numérique est en dynamique, est en évolution continue. Donc, quelles sont peut-être les nouveautés, quels sont les axes d'amélioration et puis les perspectives d'avenir pour Neuronop, Naïma? Alors, en fait, c'est vrai que Neuronop est très impliqué pour obtenir le retour des professionnels et des patients, c'est ce que je vous expliquais. Et Inès l'a très bien dit également, on est très attentif à savoir les améliorations que eux, en tant que professionnels, ont besoin pour, encore une fois, améliorer leur intervention auprès des patients. Et donc, chaque fois que Neuronop propose des améliorations, toutes ces améliorations viennent en fait des professionnels. Ils ont besoin d'une activité qui va travailler le vocabulaire. Et ben, l'équipe de développement va travailler sur des activités qui va permettre de travailler le vocabulaire. On nous a demandé à de nombreuses reprises au niveau des suivis des résultats, par exemple, en effet, la possibilité de pouvoir obtenir des graphiques, quelque chose de beaucoup plus visuel pour qu'ils puissent le présenter à leurs patients, pour que les patients justement puissent voir cette évolution. Et donc, on a mis 2 années à préparer tout un tas de données, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 300 millions de données, et on a mis en place un Neuronop Score qui va très bientôt sortir au cours de début mai 2022 et qui proposera justement aux professionnels de pouvoir bénéficier de ces graphiques, de pouvoir aussi comparer des profils similaires à leurs patients pour des personnes qui ont le même type de pathologie. Ils pourront également, on va proposer des évaluations, c'est une demande également des professionnels pour, encore une fois, avoir un gain de temps, regrouper tout un tas d'activités dans la plateforme, au niveau de la plateforme. Donc, des évaluations qui seront bien entendu sous couvert du professionnel qui aura le choix de les utiliser ou non. On va leur proposer également des programmes types en fonction des résultats de leurs patients et qu'ils auront la possibilité de gérer. Alors, chez Neuronop, on est vraiment, vraiment très attentif à l'humain. Et pour nous, c'est vraiment le professionnel qui est au cœur de ces interventions. Neuronop, c'est un outil à disposition des professionnels, mais on intervient. Enfin, la remédiation reste la clé. Le professionnel reste la clé de cette remédiation. Donc, on n'a pas du tout la prétention de vouloir remplacer l'humain. Au contraire, on veut l'aider pour pouvoir avancer tous sur une même voie. Et alors, pour ceux qui étaient présents, par exemple, hier mardi et mercredi au salon MedInTech, hier, nous avons eu l'honneur d'avoir un discours du ministre de la Santé, Monsieur Véran, et justement, qui, je vous rappelle, est neurologue et donc qui connaît bien le sujet. Et en effet, il y a vraiment quelque chose à faire pour accompagner tous ces patients. Il y a une demande énorme au niveau de la santé mentale et je crois qu'en effet, Neuronop est une solution qui peut apporter vraiment des améliorations et pour les patients.
Merci infiniment, chère Naïma, pour cette mise en perspective, quelque part, je dirais, du développement constant, continu, hein. Et vous avez beaucoup insisté, hein, sur le fait que ce sont les professionnels de santé qui sont dans leur pratique au quotidien auprès de leurs patients, qui alimentent et qui enrichissent, en tous les cas, toutes les pistes, je dirais, d'ajustement de votre solution. Donc, c'est une solution, évidemment, qui ne cesse d'évoluer et qui est toujours en constante amélioration avec la recherche clinique, hein. Donc, vous avez beaucoup insisté aussi là-dessus. C'est la recherche clinique qui est aussi qui permet de pouvoir élargir un petit peu le périmètre. En tout cas, merci beaucoup, chère Naïma. Alors, sur les derniers propos que vous avez tenus, Naïma, justement sur, je dirais, les priorités, hein, sur la question de la santé mentale, hein, de façon générale, qui n'a pas de frontières d'ailleurs, hein, à ce titre. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Pierre Simon? Est-ce que dans le périmètre un peu des différentes pathologies, est-ce que la santé mentale a une place essentielle, je dirais, parmi les solutions digitales qui devraient permettre d'apporter des réponses thérapeutiques dans le respect, bien sûr, de tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'où peut-on aller, encore une fois, avec cette solution innovante, hein, qui est proposée, mais voilà, dans un spectre un petit peu plus large, parce que vous avez une vision un peu aussi globale, notamment à l'échelle du territoire français. Oui, alors écoutez, merci Jean-Luc. Je vais quand même être assez humble dans ma réponse parce que moi je suis un lecteur de tout papier scientifique publié et donc j'ai constaté effectivement que dans le champ de la schizophrénie, il y a eu des nombreuses études qui ont été publiées qui ont montré indiscutablement un impact thérapeutique intéressant. Dans les autres pathologies mentales, donc j'ai vu passer également des études sur la dépression avec des résultats également intéressants. Mais si vous voulez, je pense que le champ doit être très large, hein, comme cela a été dit aussi bien par Inès que par Juliette, dans les domaines qui les concernent, et que pour que Neuronop, je dirais, s'installe durablement dans le champ des thérapeutiques numériques, hein, que j'espère, je pense qu'il faudra que on soit informé régulièrement des résultats des études cliniques. Et donc, Naïma sait que je crois qu'il y a 11 études actuellement en cours. Je ne sais pas dans quel sujet, dans quel domaine elles sont conduites, mais c'est probablement comme ça qu'une solution numérique comme Neuronop pourra durablement s'installer dans le champ de la santé publique. Je vais vous confirmer qu'il y en a un peu plus au jour d'aujourd'hui qui sont en cours, puisqu'il y en a beaucoup, enfin il y en a 2 qui ont commencé sur les déficits cognitifs post-Covid, qui est un sujet vraiment d'actualité également. Et il va y avoir une parution très prochainement de l'hôpital Mont Sinai qui a justement utilisé cette technologie pour pouvoir mesurer. Et il s'avère que on attend la parution, mais oui, les résultats vont dans la bonne voie justement. Donc oui, il y a beaucoup d'études et on est en recherche constante de pouvoir justement mettre à la disposition la plateforme également pour les chercheurs afin qu'ils puissent disposer de cet outil et de vérifier la véracité au niveau de tous les champs existants. Oui, moi j'ai vu beaucoup de papiers actuellement sur les troubles mentaux post-Covid, hein, qui sont l'objet d'évaluation aujourd'hui. Et donc moi j'avais peut-être une question à poser, puisqu'on m'a posé une question, c'est et je la pose aussi bien à Juliette qu'à Inès. Je dirais que, vu de mon côté, qui a peut-être un regard, disons, un petit peu plus, je dirais, rigoureux sur les résultats cliniques, est-ce qu'on peut aujourd'hui retenir des protocoles qui ont fait manifestement, qui ont été considérés comme étant, je dirais, efficaces sur certains troubles, ou bien est-ce qu'on est encore dans le champ, disons, de soins plus personnalisés en fonction de la personne prise en charge. Donc voilà, donc ma question, c'est que si on veut avancer sur le plan du côté thérapeutique des solutions digitales, il faudrait savoir s'il y a des protocoles, parce que j'imagine que les neuropsychologues choisissent
des programmes en fonction de la personne, comme l'a très bien dit tout à l'heure Juliette ou Ides, et que est-ce que vous choisissez les programmes qui ont eu une démonstration d'efficacité sur le plan scientifique, ou bien est-ce que vous vous adaptez comme ça à la personnalité du patient? Alors du coup, me concernant vraiment dans la pratique, c'est vrai que je m'adapte à chaque patient. J'ai pas forcément de programme de remédiation cognitive validé. En papier crayon, c'est principalement, comme je le disais, la CRT, mais qui n'est pas forcément adapté au profil cognitif des patients que je prends en soin. Donc c'est vrai que je suis plutôt à la recherche d'outils papier crayon ou maintenant via NeuroNup, et je m'adapte au profil cognitif de chacun des patients que je prends en soin. Et même deux patients qui ont le même profil cognitif, je ne leur proposerai pas forcément le même suivi de remédiation, puisque je vais vraiment... Oui, je vais proposer mon suivi selon mon bilan cognitif, mais surtout selon le handicap, selon ce qui gêne le patient. J'entends par là que si, par exemple, mon bilan cognitif pour les deux patients mettre au premier plan des difficultés en mémoire, mais que l'un des deux me dit que lui, il n'est pas tant gêné par sa mémoire parce qu'il utilise déjà l'agenda, etc. Mais il est plutôt gêné sur l'organisation de son quotidien, sur planifier ses tâches ménagères, etc. Bah, je vais travailler plutôt d'abord la planification avec ce patient, alors que d'un point de vue bilan de neuropsy, etc., il a le même profil qu'un autre patient. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter. Moi, en tout cas, voilà, je vois les choses comme ça, et dans ma pratique, de vraiment s'adapter à chaque patient, aux objectifs de chaque patient et de leurs attentes aussi. Juliette, vous voulez peut-être ajouter un commentaire ou apporter des éléments dans le contexte de votre exercice actuel? Je rejoins les propos d'Inès, hein, tout à fait. Donc, pour moi, je dirais qu'on a quasi un patient, un programme, hein. C'est ce qu'on essaie maintenant de faire en médecine personnalisée, qui vraiment s'adapte aux difficultés, aux besoins, aux objectifs des patients qui peuvent être fluctuants. Leurs difficultés fluctuent, leurs objectifs aussi. Par exemple, dans ma pratique en addictologie, un patient qui peut être prêt d'abord à diminuer ses consommations, après qui va vouloir arrêter ses consommations. Bah, de même, dans le cadre de la neurorééducation, on essaie de s'adapter le plus finement à nos patients. Donc, je rejoins Inès, je trouve très intéressant d'avoir un outil comme NeuroNup, du coup, qui permette de personnaliser, comme le disait Naïma, que ce soit le thérapeute qui puisse toujours être à même, en capacité d'adapter l'intervention au quotidien. Merci infiniment. J'aime bien poser une question quand on est dans le champ des neurosciences. C'est une thématique vraiment passionnante et qui n'est qu'à ses débuts d'ailleurs, hein, sur le plan des innovations. Et donc là, je m'adresse du coup plutôt aux professionnels. Est-ce que vous pensez que nous sommes encore un peu au balbutiement un peu de ce que l'on peut, je dirais, imaginer en termes de réponses thérapeutiques, hein, donc au moyen des nouvelles technologies pour répondre à des aux pathologies actuelles que nous connaissons, mais également, hein, sur d'autres pathologies, hein, qui peuvent aussi être en émergence, hein, du fait de l'évolution un petit peu du comportement un petit peu de notre société, avec, je dirais, des événements qui se produisent. Mais est-ce que vous avez le sentiment que nous ne sommes qu'à nos débuts et que nous avons beaucoup à découvrir et à développer, surtout en termes je dirais, de réponses thérapeutiques, hein, au moyen des nouvelles technologies. Alors, je m'adresse donc à Juliette, Inès et puis et Pierre, comme ça, en quelques mots. Est-ce que vous pensez que nous avons encore je dirais, plein de choses à découvrir encore dans ce domaine? Je crois qu'on est au tout début, disons, de l'ère des thérapeutiques digitales, hein, puisque c'est véritablement aujourd'hui, après la période, disons, de grand développement du numérique, on commence à repérer dans les, je dirais, 350 000 applications numériques qui existent de par le monde, celles qui peuvent avoir un impact thérapeutique réellement, en fait, hein. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que on rentre peut-être au XXIe siècle dans une approche thérapeutique non médicamenteuse, alors que la période du XXe siècle était l'approche thérapeutique pharmacologique, en fait, hein. Voilà. Parfait. Inès, quel est votre point de vue dans
dans cet environnement qui est en pleine expansion, on va dire. Allez-y. Je pense qu'effectivement, en termes de l'apport de l'outil informatique en remédiation cognitive, je pense qu'on est vraiment au début et que ça peut encore bien plus se développer, bien plus se personnaliser aux patients. On remarque déjà qu'entre les tout premiers programmes informatiques qui sont sortis et NeuroNup aujourd'hui, qu'il y a une grande évolution et que du coup, c'est des choses qui vont encore pouvoir évoluer et répondre aux besoins des patients et des professionnels, comme on le disait. Très bien. Et Juliette, dans votre environnement, notamment sur le champ de l'addictologie, que je connais un petit peu d'ailleurs, sur la complexité d'ailleurs des prises en charge, mais quel est votre point de vue justement sur l'apport de ces nouvelles technologies, voilà, sur la vulnérabilité de la patientèle que vous avez? Alors, je pense qu'il va être nécessaire de confirmer l'efficacité de ces outils, comme on dispose déjà de méta-analyses qui montrent déjà, comme l'évoquait Pierre Simon, l'efficacité dans le cadre des schizophrénies. C'est pas encore le cas dans les pathologies addictives, donc il faut que l'on travaille sur des projets de recherche pour le confirmer. Et je pense qu'en effet, on en est qu'à ses débuts. Et déjà, voilà, c'est, comme le disait aussi Naïma, travailler tous ensemble, le retour des patients, le retour des professionnels pour s'adapter au mieux. Et dans le cadre d'une médecine intégrative, je trouve qu'on a la chance d'évoluer dans une médecine que l'on peut personnaliser et combiner les approches pharmacologiques à des approches et des interventions non médicamenteuses. Et donc, il y a plein de choses encore à découvrir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nada, je te laisse peut-être reprendre la main. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Grand merci, Dr Pierre Simon, Juliette Hazard, Inès Cucula, Decel et Naïma Raïs. Merci beaucoup pour ces éclairages, pour vos retours d'expérience et pour ces perspectives. Vous avez certainement inspiré de nombreux professionnels qui auront l'occasion de vous contacter, de vous recontacter. On va partager les coordonnées et puis l'appel est lancé, justement, puisque NeuroNup est à la recherche d'experts pour développer de nouvelles solutions et puis l'améliorer. Donc, un grand merci pour votre disponibilité et pour tous ces partages de ce soir. Merci à l'ensemble des participants qui se sont connectés, comme d'habitude, de France et de l'étranger. Nous avons été ravis de vous accueillir encore une fois ce soir. Retrouvez très rapidement le replay avec l'ensemble des supports visuels pour compléter ça. Et portez-vous bien, très bonne soirée et je vous dis à bientôt.